Bonjour tout le monde, ça va? Bon, merci de m'accueillir ici pour cette petite conférence. J'ai malheureusement pas pu participer ce matin, parce que je lardais des champignons, hein, du coup j'ai pas pu être présent. J'espère qu'il va pas y avoir de redite aussi dans ce que je vais essayer d'avancer là. Donc je vais vous présenter effectivement ma petite ferme de champignons et puis alors l'art de produire des champignons. Je pense pas avoir encore atteint une manière de produire voilà, aboutie. Par contre, évidemment, j'ai un fantasme un jour d'acquérir assez de connaissances pour produire des champignons de la manière la plus artistique qui soit, on va dire. Alors diaporama à l'ancienne, hein. Moi, je suis pas très bon en informatique, donc c'est un vieux modèle. Alors, la ferme de Kébel-Toussec, c'était juste une petite... juste pour introduire le nom de ma ferme, j'ai évidemment choisi un nom breton. Alors, Kébel-Tousseg, hein, ou Cabel-Tousseg, le chapeau de crapaud en breton, pour ceux qui connaissent un peu, qui veut dire champignon en breton. Alors, évidemment, moi, j'ai voulu donner ce nom-là à ma ferme. Et en vérité, là où je suis, c'est plutôt Toc-Tousseg qu'on dit. Voire, comme un vieux me l'a dit quand je me suis installé, Bouette-Tousseg, hein, donc la nourriture pour crapauds. Donc ça annonçait bien le départ, à savoir qu'il n'y a pas, à ma connaissance, une énorme motivation des habitants de la commune où je suis à la connaissance des champignons. Alors je me suis installé il y a déjà 7 ans et je suis installé en tant qu'exploitant agricole. Donc moi je suis vraiment là en tant que paysan. Je sais que les gens qui sont interviewés ce matin produisent des champignons d'une autre manière. Voilà, donc moi je suis en entreprise individuelle. Entreprise individuelle, ça veut dire que je suis tout seul à gérer toute ma petite aventure de la myciculture. Parce qu'on va parler de... Alors moi je préfère qu'on dise paysan myciculteur. Voilà, ou même comme un vieux me l'a dit dans le village, champignonnier. C'est vous le champignonnier? Il m'a dit. Voilà, donc champignonnier, j'aime bien. Un terme un peu plus paysan, un petit peu plus artisanal. Je suis sur un modèle, par contre, dans mon installation, je suis sur un modèle de myciculture, on va dire, c'est un modèle qui est reconnu par l'État, par la banque, c'est-à-dire que je suis sur un modèle agro-industriel à la base, au démarrage, hein, c'est-à-dire que je produis des champignons à flux tendu et en indoor, hein, en intérieur. C'est un modèle qui est reconnu, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle pour m'installer, pour avoir la possibilité de prêts bancaires, etc., dans le cadre de l'installation agricole. Bien sûr, dès le démarrage, j'avais envisagé de quitter ce modèle à un moment avec une certaine expérience, puisque ce qui m'inspire demain, c'est de finalement créer un modèle qui n'existe pas encore en myciculture. C'est la myciculture paysanne, c'est-à-dire un modèle vraiment où on est sur de l'extensif, de la diversité, de la saisonnalité. Voilà, et tout ça dans une certaine résilience et une certaine autonomie, c'est ce que je vais essayer de vous montrer ici. Alors ça, c'est un petit résumé de ma ferme. Aujourd'hui, j'ai 2 hectares groupés en propriété autour de ma maison. C'est une chance que j'ai eue de trouver ça à Plougrescan. J'ai des voisins qui sont également paysans boulangers et éleveurs de vaches Highland en agriculture biologique et en circuit court comme moi. Ça me permet notamment de mutualiser avec eux, puisqu'ils vont être mes fournisseurs de paille, hein. Il faut savoir que moi, je travaille exclusivement pour l'instant sur ce modèle des champignons de souche qu'on appelle le pleurote. Alors moi je dis la pleurote parce que mon grand-père il disait la pleurote, hein, déplaise à certains, mais c'est le pleurote normalement. Voilà, donc ils me fournissent la paille et puis on a différents échanges, comme par exemple mes substrats qui au compostage finissent dans leur champ pour leurs céréales. Et à l'inverse, moi j'ai un petit atelier de poules pondeuses aussi en extensif. Je vais pouvoir mettre mes poules dans leur prairie au moment de la moisson pour récupérer les grains de blé, etc. Donc il y a un échange, un partenariat entre agriculteurs. Je vais aller un peu vite en besogne, je vais revenir vite fait. Mon expérience, elle est celle de tous les paysans de nature dont je fais partie, association qui regroupe beaucoup de paysans qui ont une vocation à protéger l'environnement.
C'est-à-dire que les paysans qui sont paysans de nature ont vraiment voient la biodiversité comme un outil de production, en fait. C'est pas rémunérateur, mais de toute façon, ça n'apporte que des bienfaits dans le cadre de notre production mycicole notamment. Donc mon parcours, il est celui de la gestion de la protection de la nature et de la sensibilisation pendant une bonne quinzaine d'années, et avec un pied dans le pastoralisme à la fin, qui m'a permis de rentrer dans le monde agricole, et puis l'appel de la terre, comme on dit. Et après, évidemment, j'ai choisi la myciculture. La commune de Plougrescant, donc commune littorale, hein, donc juste à garder à l'esprit que le climat y est particulier et y est très intéressant pour les champignons, sauf pour le vent d'Est qui depuis 5 ans est un petit peu pénible. Mais globalement, je suis sur un petit bassin versant, sur une zone humide pas loin, donc et puis les terres bio aux alentours, pas de produits phytosanitaires, les antifongiques notamment pour le champignon, c'est pas terrible. Voilà, donc des conditions géographiques plutôt assez intéressantes. Ma ferme, voilà, donc ça c'est ma maison et mes petits silos que vous voyez là, qui est mon outil de production de ce modèle agro-industriel dans lequel je me suis installé. J'ai essayé de réduire l'impact, de minimiser l'impact des infrastructures, notamment pour le champignon aussi, puisque j'ai tout mis au nord de ma maison par rapport à la fraîcheur et au manque à moins de lumière, moins de soleil. Et puis il y a le hangar de fabrication de substrats que vous voyez là, qui se trouve à l'ouest, au vent dominant d'ouest, pour couper ces vents dominants sur la culture de champignons. Et à l'est, vous avez également une haie, et au nord, il y a une haie en devenir. Donc, comme vous pouvez le constater, ça c'est mon outil vraiment de départ. Le modèle de départ, c'est vraiment un outil classique où il va y avoir plusieurs entités de production, c'est-à-dire il va y avoir d'abord une fabrication de substrat. Je suis comme une de mes confrères qui est passée ce matin d'Eurosubstrat qui fabrique le substrat, sauf que moi je vais le faire pour moi, et puis je vais aussi produire mes champignons derrière. Je fabrique d'abord mon substrat, et ensuite je vais incuber ce substrat avec les champignons, et je vais le mettre en salle de fructification, que sont ces petits silos. Voilà, alors très important pour moi aussi la volonté de recyclage sur mon projet de ferme. Tout est en palette, en paille et en tôle. J'adore la tôle. Voilà, j'adore la paille. C'est un peu la maison des 3 petits cochons. D'ailleurs, je viens de perdre un toit à Goretti, là. Donc voilà. Par contre, c'est plutôt efficace. Donc, grosso modo, vous avez un ancien silo à grains avec une charpente de bois, de la tôle, une isolation paille par-dessus, une petite porte au bois exotique, et puis à l'intérieur, je cultive donc des pleurotes. Là, en l'occurrence, c'est Pleurotus ostreatus, une des plus classiques, excusez-moi, que je cultive en seau. Voilà, j'ai décidé de cultiver en seau. La plupart des gens le font en sac plastique. Moi, c'était une charge en moins. J'aime la vaisselle toutes les semaines, j'adore ça. Donc voilà, c'est devenu un investissement, c'est beaucoup plus pratique. Je trouvais ça assez intéressant. Déjà, je traîne trop. Donc ça, c'est globalement ce qu'est l'atelier à la base de mon installation. Un atelier de production et un atelier, on en parlera tout à l'heure, de cueillette sauvage, qui est vraiment un dixième de tout le reste. Donc évidemment, toute la première partie dont je viens de vous parler, c'est la production de substrat sur le biais de substrat paille, en flux tendu indoor, et à la base, j'étais censé faire que de la pleurote grise ou du lantin du chêne, qui est le shiitake. Mais force est de constater à un moment donné que j'ai commencé à remettre en question déjà le modèle dès la deuxième année. J'ai essayé en extérieur, j'ai laissé le temps à mes substrats de donner un peu plus, et je me suis rendu compte qu'il y avait tout à fait intérêt à produire aussi en extérieur, pour la beauté du champignon, pour le goût du champignon, pour tout un ensemble de choses. Et puis, comme vous pouvez le voir, il y a une dynamique de produire des champignons en extérieur sans passer par le flux tendu, sans passer par la fabrication de substrats. Et ça, c'est ce que je vais commencer à développer à partir de maintenant, de ma 6e année de l'année dernière. Alors, premier constat pour cette transition, c'était de constater que oui, j'étais content de mes champignons en intérieur. Par contre, quand je laissais mes substrats se développer en extérieur, voilà, moi je suis cueilleur de champignons aussi à la base. Je voyais les champignons de dehors, il n'y avait pas photo, quoi. En goût et en aspect, c'était beaucoup plus ce que je voulais atteindre. Donc, je l'ai constaté sur la pleurote grise, mais aussi sur la pleurote jaune. Ça, c'est moi qui respire un champignon. J'ai trouvé ça très beau.
Voilà, faut pas le faire trop, hein, parce que normalement, faut porter des masques. Hein, les sports dans les salles de fructis, ça peut créer des problèmes respiratoires. Pardon. Hop. Voilà, donc ça, c'est la pleurote jaune. Hein. Pleurotus citrinopileatus, qui est une autre espèce qui se cultive dans le monde, hein, en Europe beaucoup aussi. Donc ce constat de la saisonnalité de l'extérieur, hein, toujours en fabriquant du substrat, m'a amené à commencer à expérimenter d'autres types de production, plus type agroforesterie, qu'on va retrouver évidemment en Asie parce qu'ils ont plus de 1000 ans de culture de champignons, hein, là où on en a 300 et assez de manière monospécifique, monoculture. J'ai commencé avec l'oreille de Judas, que vous connaissez peut-être, le champignon noir asiatique, qui pousse naturellement en Bretagne partout et qui se inocule seul. Voilà. Et puis le shiitake. Alors c'est du boulot, hein, c'est de la manutention. Par contre, c'est une production qui après, c'est la nature qui prend le relais. Hein, et en saisonnalité, vous allez avoir un cycle. Voilà. Ça va? J'ai zappé plein de trucs. Bon, on est déjà à 20 minutes, non? Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, reparler de ça. Vraiment, en Asie, on a 1000 ans de culture mycicole. Moi, le constat du fait que la culture vivrière mycicole en France n'existe pas, c'était ce qui m'inspirait pour la créer. Aujourd'hui, le modèle agro-industriel, il est fonctionnel, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, cette myciculture paysanne que j'envisage, déjà, je sais au bout de 7 ans, en tant qu'exploitant, qu'elle est possible technico-économiquement, c'est-à-dire qu'elle est viable en termes de timing, etc. Et c'est pour ça que ça m'inspire beaucoup, parce que c'est des modèles très résilients, où on va chercher l'autonomie et le fameux low-tech aussi. Moi, je préfère parler de résilience, puisque aujourd'hui, je trouve que le mot low-tech n'est pas toujours bien utilisé, malheureusement. Alors, j'ai mis des petites photos d'outils hein, qui peuvent nous, évidemment, en tant que paysans, nous inspirer au low-tech et à la résilience. Hein. Vous avez le fameux HPAI. Hein. Là, j'ai pris des outils qui pourraient me servir dans le cadre de la production de substrat, toujours. Les fameux HPAI manuels. Hein. Alors, le concasseur à grains, c'est pour vous dire qu'on rajoute, en plus de la paille dans les substrats, des petits éléments nutritifs supplémentaires pour nous permettre à notre champignon de se développer un peu plus, d'avoir des rendements intéressants. J'ai mis aussi une magnifique éolienne de pompage, parce que j'adore, c'est trop beau. Et puis, je veux dire, aujourd'hui, l'enjeu de l'eau, c'est aussi quelque chose d'important. Quand on a des puits ou quand on a de la récupération d'eau de pluie, ça peut être très pratique. Faut savoir que la culture de champignons, en termes d'hygiène, juste en fructis, on n'a pas d'autres impératifs que d'arroser avec de l'eau potable les champignons. C'est un peu aberrant par rapport aux légumes, mais bon. Alors, le plus important, évidemment, c'est ce que je commence à faire aujourd'hui. Maintenant que je cultive des pleurotes et que je gère bien le produit et que je commence à les mettre à l'extérieur et de saison, j'ai consacré mon temps aux 2 hectares extérieurs avec un début de production de morilles. La morille que vous avez en photo ici, figurez-vous que c'est une morille de la Roche Jaune à Plouguiel qu'on a trouvée chez des amis maraîchers en agriculture biologique. C'est une morille que j'ai pris le temps de récupérer et d'envoyer à un producteur de mycélium de morille pour pouvoir travailler avec la souche locale. Ça, c'est important. Aujourd'hui, en myciculture, on ne travaille pas du tout avec les souches locales. Alors, chaque chose en son temps, hein, bien sûr. Hein, on fait tous comme on peut. Mais là, c'était l'occasion. Et le producteur de mycélium, lui, il était tout à fait d'accord pour me travailler cette souche. Et donc, mes essais depuis 2 ans sont avec la souche locale. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour l'instant, j'y arrive pas du tout. J'attends, là, ça va arriver, là, mais voilà. Alors que chez mon pote maraîcher, lui, cette année, il en a récupéré 1 kilo en rien faisant, hein, quand même, encore. Voilà, donc, j'envisage la morille. J'envisage cette année de planter 80 arbres truffiers. Alors, il s'agit de la truffe de Bourgogne. Je travaille aussi avec une pépinière qui ont plus de 50 ans d'expérience dans le domaine et je suis suivi par un ingénieur agronome puisque c'est un peu aussi une nouveauté. Hein. Rappelons qu'en Bretagne, c'est le granit, hein, le calcaire n'existe pas et qu'il y a beaucoup de champignons qui aiment le calcaire. Donc là, ça va être à titre expérimental et les résultats arriveront seulement malheureusement dans une bonne dizaine d'années. Donc il faut être patient.
Mais je vais aussi introduire une vingtaine d'autres arbres mycorhizés, comme les bolets jaunes ou les lactaires délicieux et sanguins, par le biais d'arbres de pins, sylvestres, etc. Existe aussi sur le terrain, depuis que j'ai récupéré les terres et que j'ai transformé des terres maraîchères en prairies permanentes, des espèces qui sont venues par elles-mêmes et qui sont cultivées, comme le pied bleu, qui est une des espèces les plus cultivées, enfin, qui fait partie des espèces cultivées en France. Alors, la vol vert que bon nombre de mycologues et amateurs trouveront sans intérêt, il faut savoir qu'elle est vachement produite en Asie et en Afrique. C'est un champignon qui a quand même un intérêt de production, si tant est qu'on sache le travailler à la poêle, avec du beurre, évidemment. Le rosé des prés, pareil, tous ces champignons sont apparus sur mes prairies, car j'y mets volontairement des moutons pour apporter du fumier pailleux de moutons et de faire venir ces espèces. Maintenant, l'intérêt, à terme, en expérimental, c'est de trouver les techniques agricoles de gestion d'espace pour motiver ces espèces à avoir des rendements supplémentaires, tout en ne dégradant pas la biodiversité. Je vous rappelle que c'est très important pour moi. Aujourd'hui, mon parcellaire, voilà sur quoi il part. Donc, au nord, vous avez une prairie qui va être donc plantée en truffes, bolets jaunes et lactaires cette année. Vous avez un petit bout de soleil où je fais majoritairement mes pleurotes jaunes, mais aussi des pleurotes grises en fin de parcours, en fin de carrière, on va dire. J'ai une petite soleil sur lesquelles je produis mes oreilles de Judas. Je commence tout juste. Pareil, ergonomiquement, c'est pas encore bien défini, mais ça marche pas mal. Et puis, par la suite, évidemment, l'ensemencement de shiitake, d'arbres de champignons, de couches ou de souches, comme le strophère, le shiitake. Alors, le strophère fait partie des espèces qui peuvent être produites, mais souvent sont produits à titre de loisir. Aujourd'hui, on est sur à peu près 4-5 espèces produites, je crois, d'un point de vue professionnel. Par contre, d'un point de vue loisir, on a beaucoup plus de possibilités. Et c'est dommage de ne pas s'y intéresser de manière professionnelle. Pour la diversité des goûts apportés aux clients, et puis pour la diversité tout court, quoi, j'ai envie de dire. Et la dernière prairie, pied bleu, rosé des prés et foliote. Et enfin, mon petit verger sur lequel je fais mes morilles. J'essaye, puisque les morilles sont des gourmandes de sucre ou plutôt d'inuline. Donc il y a des intérêts à ce que les fruits qui tombent au sol et se dégradent soient récupérés par... Voilà. J'ai mis kéfir aussi, ça c'est la petite nouveauté, parce que tant qu'à faire en tant que myciculteur, autant faire du kéfir, puisque c'est un champignon. Et à ce titre, voilà, je commence à travailler des kéfirs de nèfles, en l'occurrence. Et puis enfin, j'ai aussi le plaisir, joindre l'utile à l'agréable, évidemment, je fais de la cueillette de champignons sauvages. Alors je le fais à titre de sensibilisation plus qu'à titre d'intérêt économique, parce que c'est pas ça qui me rapporte. Voilà. Je rappelle que cueillir des champignons sauvages, c'est aussi pour moi respecter un milieu. L'idée c'est pas d'arriver avec des grosses sacoches et de ratiboiser le tout. L'idée c'est de faire découvrir aux gens des nouvelles espèces, des nouveaux goûts. De toute façon, au niveau réglementation, vous avez des obligations en tant que cueillette sauvage, à titre de loisir autant que professionnel. Faut savoir que déjà, vous êtes limité en quantité. Alors, je crois qu'on parle en litres, mais on a entre 5 et 10 litres selon les régions en France, selon les endroits. Il peut y avoir des arrêtés préfectoraux sur des forêts domaniales. Il peut y avoir des espèces protégées, interdites de cueillette, bien sûr. Et puis pour le reste, et Jean-Paul vient de l'apprendre, Jean-Paul qui enchaînera derrière moi, évidemment, il faut un agrément, être reconnu en tant que, quelque part, mycologue, pour pouvoir vendre, pas vendre n'importe quoi. Clairement, je pense que c'est pas du tout respecté aujourd'hui dans le monde de la cueillette de champignons à titre professionnel. Voilà. De toute façon, voilà. Donc les espèces que je peux faire découvrir globalement sur le territoire aux gens, c'est celles qui sont ici, que vous connaissez peut-être. Donc l'année dernière, j'ai eu à cœur de faire découvrir la russule charbonnière aux gens. Ils ont trouvé ça extraordinaire. Bon, le cèpe, alors lequel ça, je vous laisse avec Jean-Paul, voilà. L'agaric, alors il y a différents agarics comestibles, l'agaric déjà cher, l'agaric sylvicole, les chanterelles, et d'autres types de bolets, comme le bolet baie, qui est un excellent comestible, à condition de savoir où on le ramasse, puisqu'il fait partie des champignons qui emmagasinent tout ce qui n'est pas bon, comme d'autres. Et puis alors, évidemment, notre bon vieux
Sparasis crépus, bon, que j'essaye de pas trop faire découvrir non plus. Faut que ça reste un peu un secret. Voilà, j'ai tout mélangé ma conférence. J'espère que ça a été. Merci. Voilà. Je pense que j'ai oublié vraiment pas mal de trucs et je suis pas allé à l'essentiel, mais c'est pas grave. Merci Vivien pour votre présentation. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Vivien, quelles sont les principales contraintes de la réglementation bio pour la culture des champignons et en quoi ce mode de production influence-t-il leur qualité nutritionnelle ? Est-ce que tu peux me la reposer? Pas de problème. Je vais y arriver. Hein. Quelles sont les principales contraintes de la réglementation bio pour la culture de champignons et en quoi ce mode de production influence-t-il à leur qualité nutritionnelle ? Alors, la réglementation au niveau de l'agriculture biologique, elle est grosso modo la même que celle que tous les autres types de production en agriculture biologique, c'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges à respecter. En l'occurrence pour les matières premières, il faut que les matières premières utilisées soient elles aussi en agriculture, certifiées en agriculture biologique. Il n'y a pas d'autre impératif que celle du cahier des charges et de la provenance des ingrédients ou du matériel utilisé, des produits utilisés aussi dans le cadre sanitaire. Bon, moi j'utilise de toute façon exclusivement que le vinaigre. Maintenant, j'utilise même plus rien parce que force est de constater qu'en fait, le champignon, moins tu lui pourris la vie, moins tu lui pourris, plus il est bien, quoi. Voilà. Et en termes de goût, je pense qu'effectivement, alors j'ai pas le recul nécessaire. Force est de constater que le retour des clients, comme le mien, c'est effectivement que les champignons avec des matières premières locales, etc., ont un goût meilleur que ceux qu'on peut trouver quelquefois. Voilà, donc ça, je pense que c'est comme tout, hein, c'est la qualité, le côté un peu qualité naturelle des ingrédients qu'on utilise. Moi, je travaille par exemple avec un tout petit peu de tourteau de colza et un petit peu de févrole en agriculture biologique. Ce sont des ingrédients qu'on ajoute pour ce qu'on disait tout à l'heure, pour ce qu'on appelle la formulation. Un peu de la prot, quoi, pour les champis. Hein. Alors, c'est des quantités infimes, hein, faut être vraiment... voilà. Force est de constater que quand ils poussent dehors, ils sont vraiment meilleurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, je dévie un peu de l'agriculture biologique, hein, c'est par rapport au goût. Par exemple, l'amplitude thermique jour-nuit sur un champignon, qu'on n'a pas du tout en salle de culture, parce qu'on cherche à être comme ça. Ça, c'est la nature qui l'a fait à la base. Et c'est là qu'il y a toute la richesse, je pense. On parle de stress souvent, que le champignon aime le stress. Ça, c'est une vision humaine qu'on a. Je pense qu'il est habitué effectivement à avoir des chocs thermiques, hydriques, etc. Et que ça le conditionne pour être bien dans sa peau et donc être bon, quoi. Voilà, à peu près. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je suis désolé, je suis très bavard. Bonjour, moi j'avais une question sur la commercialisation et vos débouchés, quels sont vos clients? Et aussi j'en ai une deuxième, j'ai cru voir dans le plan de la ferme qu'il y avait un atelier transfo. Tout à fait. Alors, le démarrage, je me suis installé en marché de niche, hein, donc j'étais un des précurseurs sur le territoire. J'entends sur ce modèle-là, petit modèle individuel. Donc, j'avais beau faire une étude de marché, hein, il y a eu la réalité qui s'est pointée après. Donc, la première réalité, c'est que j'avais espoir, j'imaginais des invendus. Au bout de la première année, j'en ai jamais eu après, c'était fini. Donc, l'atelier de transfo, à la base, il était là pour transformer ces invendus. Aujourd'hui, je vends tout en frais et j'ai encore de la demande. Donc, il n'y a pour l'instant pas l'occasion de développer cet outil de transformation, même si je le garde sur un coin de ma tête. Par contre, je fais aussi de l'ail des ours dans ma Soleil. Je fais d'autres produits que eux, je vais pouvoir aller à voilà. Alors, à la base, j'ai envisagé un petit chausson fourré à la crème et aux pleurotes grillées. Voilà.
Ça a marqué des points au moment où je suis passé pour l'examen d'être agriculteur, j'entends. Mais en fait, j'ai jamais pu les faire. J'ai jamais pu les faire. Alors après, il y a des tartinables. J'ai travaillé avec une école de cuisine à Lannion avec des jeunes apprentis qui ont travaillé un peu des pleurotes en surgelé que j'avais en invendu au départ. Ils ont réussi à faire des super trucs, très goûtus. Et aussi, évidemment, j'avais envisagé des petits steaks un petit peu à ce qu'on peut trouver en céréales, des petits steaks végétales, champignons du coup, qui étaient très réussis aussi. Mais bon, pour l'instant, c'est pas du tout envisageable. Et c'était quoi le début pardon? La commercialisation. Alors, donc moi, j'étais parti évidemment sur les biocoop, sur le marché de plein vent, qui est majoritairement, c'est ma clientèle majoritaire aujourd'hui. Imaginez comme j'aime parler, forcément, je suis avec les gens, voilà. Mais la surprise, ça a été les maraîchers, en fait. Les maraîchers qui, à certaines époques, ont besoin de diversifier et m'achètent en fait des pleurotes. Voilà, j'ai aujourd'hui entre 7 et... Enfin, ça dépend des périodes. Je peux avoir une dizaine de maraîchers. Alors, c'est pas des grosses commandes, mais ça suffit. Je vous ai pas parlé de quantité. Moi, je suis quelqu'un qui peut produire à la semaine à peu près entre 70 et 100 kilos de champignons. Ça fait à peu près 5 tonnes par an. C'est pas... Voilà, c'est du flux tendu, donc c'est un travail quand même... voilà, pour une personne, c'est bien. C'est bien déjà. Et donc, les charcuteries, les restaurants, bien sûr. Les restaurants qui sont pas tant petits dans les quantités, comme on pouvait l'imaginer au démarrage aussi, quand on travaille aux chambres d'agriculture, des attentions, les quantités, tout ça. Des food trucks, des crêperies, des EHPAD, des écoles. Voilà, ça c'est aussi super pour... c'est des quantités aussi, un EHPAD, tout de suite, c'est une demande de 20-30 kilos de champignons sur une semaine. Voilà, donc je suis comblé de clientèle. C'est vraiment génial, j'ai envie de dire. Merci. Il y a une autre question. Je voulais savoir, vous êtes combien en tout sur le territoire français à faire ce style de... Alors, français, je ne sais pas du tout. Ou tout du moins breton. Alors déjà, il faut savoir que le monde du champignon, à la base, c'est quand même le monde du secret. Et cette dynamique-là se préserve dans le monde professionnel. Aujourd'hui, ça se démocratise, mais il reste quand même des méfiances qui sont un peu liées au monde du champignon globalement, et des méfiances qui sont aussi dans le cadre de la production agricole. Tout le monde est un peu méfiant de qui va prendre la place de qui. Évidemment, ce dans quoi je m'inscris colle pas du tout à ça. Nous, on a essayé de créer un petit groupe de myciculteurs sur le territoire. Alors, évidemment, l'intérêt principal, c'est le soutien moral, le soutien technique, les échanges, mes collègues sont aussi, à titre expérimentent des choses. Alors là, je vous parle d'un groupe qui, pour l'instant, regroupe que 4 personnes. Alors, il y a Camille Bossard à Bégard, les champignons de l'Argoate. On a Marielle, qui se trouve à Trédrez-Loquémo, la champignonnière des Embruns. On a Marianne qui est à Quintin avec la pleuroterie. Et puis moi-même. Et puis j'espère d'autres qui sont présents peut-être ici, aujourd'hui, bientôt. On est toujours content de rencontrer des personnes qui sont désireuses de s'installer, si tant est qu'elles ont une démarche aussi de compréhension du territoire et de travailler en bonne intelligence. Voilà, parce que c'est pas facile non plus. C'est pas parce que c'est un marché de niche qu'il y aura à un moment donné pas plus de place. Il y a encore beaucoup de place, ça j'en doute pas. Mais ça c'est un principe, on se le dit, mais on a toujours peur quand quelqu'un s'installe, s'il est peu scrupuleux, voilà. Ce modèle-là, je pense qu'il est en pleine expansion, au même titre que ce que vous avez dû peut-être voir tout à l'heure, ce matin,
Je ne sais pas s'il y a eu, par rapport à la production de champignons médicinaux ou tout ça, c'était peut-être prévu, je ne sais pas si vous en avez parlé un peu. Ça se développe aussi. Je pense qu'on n'est pas encore très très nombreux sur ce modèle. Mais je pense qu'il y en a qui travaillent dans l'ombre quelque part, un peu partout sur le territoire, effectivement. Et moi, je suis en lien toujours avec celui qui m'a formé, que je remercie d'ailleurs, je cite son nom, même si c'est un vieux bourru. Il s'appelle Christophe Bournoville. Il a œuvré en tant que formateur au CFPPA de Montmoreau dans le Jura pendant plusieurs années. Et il avait vraiment à cœur de donner son savoir-faire à des gens qui n'avaient pas vraiment de projet et qui étaient inspirés par ce genre de modèle. Et voilà, donc je le remercie encore aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Et ben écoutez, on a fini sur la cueillette. Et quoi de mieux pour parler cueillette et parler champignons sauvages que de parler à un mycologue, hein, j'ai envie de dire, un vrai professionnel. Et voilà, donc la société mycologique dont je fais partie cette année. Je n'ai pas encore eu le temps de profiter de leurs bienfaits, mais j'espère. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc maintenant, nous allons poursuivre avec la table ronde intitulée « De la forêt à l'assiette ». Merci d'accueillir nos intervenants.